抱きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ Konnichiwa license, bienvenue pour ce nouveau tuto. Donc écoutez, il y a beaucoup de nouveaux qui nous ont rejoints sur Discord. Je vois qu'il y a régulièrement les mêmes questions qui reviennent. Est-ce que je peux jouer une team comme ça? Est-ce que ce guerrier-là, il est intéressant? Et en fait, à chaque fois que les propositions sont faites, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas pris en compte dans la réflexion des nouveaux joueurs. Donc je voulais, à travers ce tuto qui vient là, vous donner les points de base à respecter dans votre réflexion pour essayer de construire une team la plus intéressante possible et qui vous permettra de rivaliser du mieux possible en fait. Voilà. Chaque joueur ayant ses sensibilités, je trouve qu'il est important que chacun mène sa propre réflexion parce qu'à un moment donné, si on vous dit tous moi je joue ça, moi je te conseille ça, forcément à un moment donné, ça colle peut-être pas à votre façon de jouer non plus. Donc voilà, l'idée du tuto c'est ça. Donc le premier point qu'on va évoquer, c'est que je vais essayer de vous définir ce qu'est la méta, parce que vous devez souvent entendre parler de méta. Concrètement, la méta, c'est la tendance, c'est ce qui est joué, on va dire, de façon générale en PVP. Donc en PVP, vous allez jouer différents joueurs qui vont proposer différentes teams. Ces teams évoluent d'un PVP à l'autre. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est directement, Bandai est directement à l'origine de ça à travers les nouveaux guerriers qu'elle propose, les drops qu'elle propose. Parce que forcément, en sortant des nouvelles compétences, des nouvelles choses, elle donne de nouvelles idées. Elle propose aux gens de jouer des nouveaux guerriers qui donnent envie aussi. Et donc forcément, cette méta oriente forcément les teams que vous devez composer pour pouvoir rivaliser. Parce qu'il n'y a pas d'équipe absolue. Une team peut être excellente contre 10 équipes, elle aura forcément la 11e qui va la démonter parce que elle n'est pas adaptée à jouer cette équipe-là. Donc la méta, quand vous entendez parler de méta, c'est l'état actuel de ce qui est joué par la majorité des joueurs, on va dire. Voilà, je pense que c'est à peu près proche de... C'est une bonne définition. Alors le premier point à prendre en compte, c'est le rang de guerrier. Donc le rang de guerrier, c'est ni plus ni moins que ça se matérialise par les petites étoiles que vous voyez sur les chevaliers. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre l'exemple de Saga. Saga que vous voyez avec 3 grosses étoiles et une petite. Donc concrètement, en résumé, je les rends 10, tout simplement, vu que c'est un extrait de ma box. On voit que quand vous commencez à dropper votre guerrier, à chaque petite étoile qu'il prend, il prend 2% sur ses stats supplémentaires. Dès qu'il est rang 3, donc qu'il a une grosse étoile, il débloque la compétence passive 2, on verra après ce que c'est. Quand il va passer rang 6, il va débloquer la compétence passive 3. Vous voyez, donc il y a des paliers régulièrement comme ça. Il y a un palier qui se trouve rang 9 où là vous avez des stats qui sont relativement améliorées. Vous voyez qu'on est quand même sur au lieu de passer à plus 2%, on a un plus 10% quand ils sont rang 9 au niveau de leurs statistiques. Donc c'est l'ensemble des statistiques, quand vous voyez les stats, c'est tout. C'est l'attaque, la défense, c'est l'ensemble de leurs stats qui bénéficient de ce boost. On va retrouver encore une amélioration importante au rang 12, donc les 4 grosses étoiles, où là on a l'attribut de compétences chargées qui est amélioré en attribut supérieur. Donc là on parle des attaques en fait qui sont améliorées. Et enfin quand vous arrivez au sommet, alors c'est pas près d'arriver parce qu'aujourd'hui à part les gros cash players, on n'a pas vraiment de rang 15. Si Cassius parce qu'il nous a été offert, mais à part lui on n'en a pas. Là c'est l'ensemble des attributs du guerrier qui sont améliorés au rang d'attribut supérieur. Donc c'est à chaque fois des boosts. En gros, plus vous allez dropper votre chevalier, et meilleur il va être. Donc, aujourd'hui, au vu de l'évolution du jeu actuellement, j'ai envie de vous dire, si vous voulez composer une team qui commence vraiment à tenir la route en PVP, il est important d'avoir des guerriers qui sont au moins rang 6, c'est-à-dire au moins 2 grosses étoiles. C'est-à-dire que vous aurez débloqué à peu près tout ce qu'il y a débloqué sur leurs compétences, et ils auront une évolution qui commencera à être intéressante. Voilà. Ensuite, le deuxième point à prendre en compte, c'est les couleurs. Alors pourquoi les couleurs? Parce que ça fait directement référence à l'affinité. Donc j'ai fait un tuto sur l'affinité, donc je ne m'étalerai pas pendant 2 heures là-dessus, je vous inviterai à aller le voir. Simplement en résumé, le rouge prend l'ascendance sur le vert, qui prend l'ascendance sur le bleu, qui lui-même prend l'ascendance sur le rouge. Le noir et le blanc prenant mutuellement l'affinité l'un sur l'autre, enfin l'ascendance l'un sur l'autre. Donc en gros, c'est important à prendre en compte pour équilibrer vos teams. Pourquoi? Parce que si vous faites une équipe
totalement de guerrier rouge, mais qu'en face, vous avez un gros défenseur bleu, bah, vous allez passer longtemps à essayer de faire quelque chose pour le descendre. S'il encaisse bien, ça va être compliqué. Vous aurez pas cet avantage lié à l'affinité et lié à la couleur. Donc moi j'aurais dans un premier temps tendance à vous conseiller, si vous faites le choix de jouer la couleur par exemple, c'est d'essayer de mettre un de chaque, un vert, un rouge et un bleu. Surtout au début, c'est important. Après oui, on peut intégrer des guerriers blancs, des guerriers noirs. Alors eux, ils n'ont pas de problème d'affinité avec les guerriers de couleur, vu que c'est juste entre eux. Ça peut être un plus. L'avantage, c'est que vous aurez quelque chose de linéaire aussi bien dans leur façon de défendre que d'attaquer. Par contre, effectivement, il n'y aura pas le plus que va avoir par exemple un guerrier vert sur un guerrier bleu. Vous voyez, ou un guerrier noir sur un guerrier blanc, vu que ça sera linéaire. C'est un choix, mais c'est un élément à prendre en considération. Voilà. Il est fortement déconseillé d'arriver, par exemple, en combat avec 3 guerriers verts ou 3 guerriers rouges, par exemple. Alors, ensuite, autre élément à prendre en compte, ce sont tout simplement les stats du guerrier. Donc ça, je vous les présente très régulièrement, à chaque fois que je vous présente un nouveau personnage. Vous les trouvez ici. Donc les stats du guerrier, c'est l'ensemble des chiffres qui correspondent à ce guerrier, à savoir ses PV, la force de ses attaques, la force de ses défenses, à savoir son esquive, s'il esquive ou pas. Sa chance, bon la chance elle est la même pour tout le monde, je reviendrai dessus un petit peu plus tard, elle peut s'améliorer pour certaines situations. On va voir aussi si le guerrier a une tendance à aller plus vers le physique ou le combatif. Alors, dans un premier temps, on verra également le cosmos. Alors, on verra également les tags du guerrier. C'est important à prendre en compte. C'est important à prendre en compte, pourquoi? Le cosmos, par exemple, c'est les lettres qui vous sont distribuées au début de chaque tour pour pouvoir lancer des attaques. Donc là, en l'occurrence, Saga me donne 2B et un C. Vous voyez? Quand je vais composer ma team, je vais prendre un exemple d'une team que j'ai pu composer ici. Ça sera plus simple. Je vais venir composer une team où je joue Saga avec les 2 mus. Quand je compose ma team, vous voyez que j'ai 13A, 9B, 8C. Naturellement, je fais en sorte de donner l'ascendance à la lettre A. Pourquoi? Parce que les mus n'attaquent que en A. Donc réellement, il n'y a que le skill A qui attaque, les autres ne sont pas des attaques. Donc je veux m'assurer d'avoir à chaque tour au moins un A pour pouvoir attaquer si nécessaire. Voilà. Donc j'essaye à travers la composition de ces teams d'orienter un petit peu le jeu, parce que c'est lui, hein, quelque part, c'est la RNG hein, qui va me donner la distribution, c'est un petit peu la chance qu'on a ou qu'on n'a pas. Maintenant, à travers ces choix-là, vous arrivez un petit peu à orienter la chose. Voilà, donc ça c'était pour le cosmos. Donc important à prendre en compte. Et il y a également quelque chose sur lequel je reviens régulièrement, ce sont les tags de guerrier. Les tags de guerrier sont très importants. Pourquoi? On verra après dans les compétences passives quand je vous les aurai définies. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Là en l'occurrence j'ai chevalier d'or, arc des 12 maisons d'or, armure d'or. Ça va être important, pourquoi? Parce que les compétences passives qu'on va voir tout à l'heure vont directement s'appliquer, elles vont être en relation avec ces tags de guerrier. Donc, il faudra faire le lien pour savoir si ça va apporter ou pas un plus. Je vous expliquerai ça quand on va arriver sur ce chapitre-là. Le point suivant à prendre en compte, c'est les compétences chargées. Ce sont les attaques de vos guerriers. Alors la première chose déjà, c'est de savoir si votre guerrier va attaquer en physique ou en combatif. Il y a 2 types d'attaques que vous pouvez trouver dans ce jeu. Ce sont les attaques combatives et les attaques physiques. Donc là, en l'occurrence, Saga, c'est du pur combatif. Vous avez des guerriers qui vont pouvoir attaquer que en physique. Donc là, en l'occurrence, je vais vous montrer Aphrodite, qui lui n'attaque que en physique, vous voyez. Et vous avez des guerriers qui ont la possibilité d'attaquer aussi bien en physique qu'en combatif. Alors pour le coup, on va en prendre une que j'ai pas droppée. On va prendre Hilda, comme ça on ne pourra pas dire que je suis sexiste. Je pense aux femmes également. Elle a du physique, du combatif et à nouveau du combatif. Vous allez avoir des guerriers qui vont avoir 2 fois du physique, 1 fois du combatif. Ça c'est important, il faut le prendre en compte. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous allez
jouer face à certains adversaires, leurs chevaliers ont eux-mêmes leur capacité à défendre dans les statistiques. Et vous voyez ici par exemple que pour Saga, j'ai des chiffres en défense physique et des chiffres en défense combative. Si j'ai une équipe physique, mais qu'en face de moi, j'ai un guerrier qui défend très fort en combat, mais pas en physique du tout, il est mauvais en physique, bah forcément je vais avoir un ascendant très important. Si par contre j'attaque en combatif sur un gros défenseur combatif, comme Aldébaran GC, eh ben, il va encaisser mieux que si j'attaque très fort en physique sur lui, vu qu'il est très fort en défense combative, vous voyez. Donc c'est important à prendre en compte quand vous allez constituer votre team. Vous pouvez jouer 100% attaque combative, 100% attaque physique, faire un mixte des deux. Après, c'est en fonction de votre sensibilité, mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Au niveau des compétences chargées, vous voyez, il y a toujours marqué TR, donc tour, en fait c'est le nombre de tours, sur chaque attaque, et vous avez un chiffre. Ce chiffre-là, c'est la vitesse, c'est le nombre de tours à passer nécessaire avant que l'attaque puisse être délivrée en soutien. C'est-à-dire que votre guerrier n'est pas le guerrier titulaire. Vous allez avoir, par exemple, pour Saga, pour sa première attaque, mettons que j'ai Mu en guerrier titulaire, Mu bleu, lui il est derrière. Eh bien, le premier tour, il ne peut rien faire. Le deuxième tour, il ne pourra rien faire. Par contre, le troisième tour, comme il aura chargé sa compétence A que j'aurai choisie en compétence de soutien, eh bien, j'aurai la possibilité d'appuyer pour la balancer, tout simplement, si je ne veux pas attaquer avec Mu à ce moment-là. Ou si j'ai un guerrier vert, par exemple, en face de moi, et puis je me dis, tiens, c'est une attaque rouge, c'est intéressant, je vais préférer attaquer avec Saga. C'est important à prendre en compte parce que, en fonction des attaques et des guerriers, les tours peuvent être plus ou moins importants. Si vous avez un tour 7 par exemple sur une attaque, c'est relativement long. Forcément en PVP, vous allez la sortir au mieux une fois dans le combat si vous la sortez. Quand vous avez un tour 2, tous les 3 tours vous pouvez réattaquer, quoi. Si votre combat il dure 10 tours, vous pourrez la sortir 3 fois. C'est pas neutre, ça peut être important, surtout quand vous avez des guerriers qui sont considérés comme des vrais soutiens, par exemple comme Milo Noir que vous voyez ici, qui attaquent très très fort. Et on va voir au niveau de ses statistiques que son attaque, il est très puissant. Déjà, dans un premier temps, vous voyez ici, hein, il attaque très fort en physique, hein, je suis à 62 000. Derrière, il a une attaque qui est très puissante de niveau 38. Donc ça vient se coupler directement à sa puissance d'attaque. Et en plus de ça, son soutien sort très vite. Donc je peux régulièrement attaquer de façon très importante. En soutien, c'est pas neutre. Ça peut être intéressant quand vous composez une team, c'est à prendre en compte. Autre élément à prendre en compte au niveau des compétences chargées, c'est la vitesse des attaques. Là, je reste sur Milo, je vois que sa première attaque, c'est une vitesse 2. Vitesse 2, c'est très lent. Sa deuxième attaque, c'est une vitesse 9. Là, pour le coup, c'est très rapide. C'est ce qu'il y a de plus rapide actuellement dans le jeu. En quoi c'est important? Eh bien, quand vous allez jouer face à un adversaire et que vous allez faire le choix d'attaquer avec le A, le B ou le C, celui qui aura choisi sa compétence chargée la plus rapide des deux attaquera en premier. Alors si les deux sont en vitesse 9, vous allez au 1000 jours, c'est le truc avec la barre en dessous où il faut appuyer en essayant de faire 1000. Mais dans le cas contraire, c'est réellement celui qui aura choisi l'attaque la plus rapide qui attaquera en premier. Donc dans certains cas, ça peut être intéressant d'attaquer plus vite que l'adversaire parce que il lui reste pas grand chose et vous êtes sûr de le tuer. Dans d'autres cas, des fois, ça peut être plus intéressant de le laisser taper d'abord parce que vous savez que vous pouvez t'encaisser. Mais souvent, les attaques les plus lentes sont les plus puissantes aussi. Donc voilà, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Quand vous composez votre team, d'avoir un guerrier qui sait attaquer un peu vite ou qui a des attaques très puissantes ou des soutiens très puissants, en fonction de ce que vous voulez composer, c'est important à prendre en compte. Ensuite, il reste les compétences passives à prendre en compte également. Alors, lui, c'est pas forcément le meilleur exemple. On va venir sur le cas d'Aiolia. Ça sera plus parlant dans la team que j'ai pu composer. Donc, concrètement, les compétences passives, c'est le 3e onglet. Alors là, par exemple, on voit Aiolia. J'ai lors de la guerre des 1000 jours, il augmente son propre score de 7%. C'est intéressant, je vais aux 1000 jours, je vous parlais tout à l'heure, la barre qui s'arrête à 1000. Là, peu importe le score que je vais faire avec lui quand j'attaque, si je suis aux 1000 jours avec quelqu'un, je vais avoir un bonus de 7%. Autant vous dire que c'est énorme, ça a l'air de rien 7%. Hein. Mais comme on fait tous à peu de choses près les mêmes scores, à pas grand chose près, forcément ça vous donne l'avantage. Donc quand vous devez être sûr de pouvoir attaquer avant votre adversaire, croyez-moi que c'est pas neutre. La compétence passive 2, c'est s'il est remplacé, il augmente l'esquive des alliés de 8% pendant 5 tours. Ah, intéressant.
Donc si je le joue et que derrière je le remplace par quelqu'un, l'ensemble de mes guerriers vont bénéficier d'un boost d'esquive de 8%. Ça, c'est pas mal. Éventuellement, dans une team esquive ou avec des joueurs qui esquivent bien, ça peut être un plus. Dernier passif, s'il est remplaçant, il régénère donc les alliés de 15 187 PV. Donc imaginons que je joue à Iolia tour 1, que je change avec quelqu'un, automatiquement l'ensemble de l'équipe va prendre 8% de bonus sur son esquive, donc 8% de chance supplémentaire d'esquiver. Je le repasse en guerrier titulaire, et là, ceux qui auraient été touchés entre-temps vont reprendre 15 000 PV supplémentaires en boost. C'est comme s'ils ne les avaient pas perdus. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des compétences passives. C'est très très important. C'est très important et ça vient directement faire référence à certains tags. Pourquoi? Alors, on verra après. Là par exemple dans le cas d'Aphrodite, au niveau des compétences passives, vous voyez, au début du 3e tour, il augmente l'esquive du guerrier principal allié de 9% pendant 5 tours. Au début du 2e tour, il augmente l'esquive des alliés de 8% pendant 5 tours. En combat, augmente l'esquive des alliés de 8%, de façon générale. Donc là, vous commencez un peu à comprendre pourquoi, par exemple, dans cette team-là, je les joue ensemble. Voilà, ici, je joue Iolia et Aphrodite ensemble. Pourquoi? Parce que d'un côté, j'ai des compétences passives qui boostent quand je fais des switches ou des choses comme ça à travers Iolia. Et de l'autre côté, j'ai directement Aphrodite qui vient booster régulièrement au cours de la partie, au fur et à mesure que ses compétences passives s'activent, qui vient booster l'ensemble de l'équipe en termes d'esquive. Et là, il faut faire directement référence aux stats. C'est-à-dire, quand je prends le cas de Iolia, j'ai une esquive de 8, ce qui est pas mal. C'est pas la folie, mais c'est déjà correct. C'est une bonne moyenne, on va dire. À côté de ça, je vais avoir Aphrodite, qui va avoir une compétence d'esquive de 16, ce qui est très 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 fort. C'est le must, on va dire. Donc là, j'ai deux guerriers qui vont bien se mixer ensemble. Pourquoi? Parce que déjà, j'en ai un qui est rouge, un autre qui est bleu, un qui va aider au niveau de l'esquive, qui va donner des boosts tout au long du truc, l'autre qui va booster également. Donc à force de se booster mutuellement, de se booster, on commence à avoir des guerriers qui ont un pourcentage de chance d'esquive, vu que les pourcentages vont se cumuler, qui deviennent importants. Et forcément, quand on va vous attaquer en face, sauf si on vous attaque en 7e sens, où là, il n'y a pas d'esquive possible, et au fur et à mesure que le combat va avancer, que les passifs vont s'activer, que les boosts vont se mettre en place, ça va devenir de plus en plus dur pour votre adversaire de vous toucher. C'est très important. Là, c'est l'exemple de l'esquive. C'est une team que j'ai mis là-dessus. Après, il y a d'autres compétences, il y a d'autres choses qu'on peut mixer, bien évidemment. C'est vraiment pour illustrer, en fait. Ensuite, vous avez les compétences de banc à prendre en compte également. Alors, les compétences de banc, c'est quoi? Une fois que vous avez vos 3 guerriers titulaires, donc là, en l'occurrence, les 3 premiers, vous allez pouvoir rajouter 3 guerriers supplémentaires dans l'équipe. Ces guerriers-là ne seront pas au combat. On appelle ça des guerriers de banc. Par contre, ils ont une importance capitale, parce que comme à chaque fois, quand vous allez dans les stats, vous vous rendez compte qu'il y a toujours ce qu'on appelle l'effet d'équipe, en bas. Là, en l'occurrence, pour Choura Rouge, en combat, augmente l'attaque physique des chevaliers d'or de 34%. Et c'est pour ça que je vous disais que les tags sont très importants, parce que quand on revient sur Iolia, par exemple, qu'on a ici, qui est dans l'équipe, il s'avère qu'Iolia, au niveau des tags de guerrier, c'est un chevalier d'or. Il fait partie du tag, il a le tag chevalier d'or. Donc quand je prends la compétence de notre ami Choura, eh bien je me rends compte qu'elle va directement lui profiter. En combat, il va directement augmenter l'attaque d'Iolia de 34%. Ce sera la même chose pour Aphrodite et ce sera la même chose pour Milo Noir, vu qu'ils ont tous le tag. Quand je vais prendre par exemple la compétence ici de notre ami Yotsila, là je suis attentif, en combat augmente l'affinité des alliés de 23%. Là, je sais que c'est l'ensemble des alliés. Donc j'ai pas forcément la nécessité à venir m'intéresser au tag. Vous voyez?
Par contre, quand je vais revenir sur Deathmask GC, là je me rends bien compte qu'en combat, il augmente l'attaque des chevaliers d'or alliés de 29%. Donc là, je vais retrouver à nouveau l'importance du tag parce que il va attaquer, il va aider Aiolia. Mais si par exemple, je vais prendre l'exemple par exemple ici de notre ami Sion. Sion pour le coup, il a au niveau de ses tags également chevalier d'or. Si demain je le mettais dans une team comme vous avez ici avec Aphrodite et Aiolia, eh bien il bénéficiera des mêmes boosts de Ban, de Shura et de Deathmask GC. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il a ce tag, il bénéficie de ce tag. Ça ne serait pas le cas par exemple de notre ami Sorrento, qui lui au niveau de ses tags, comme vous pouvez constater, n'a pas l'inscription chevalier d'or. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte, c'est très important. C'est pour ça que je lis régulièrement les tags et que je vous invite à les prendre en compte, parce que les compétences passives viennent directement, pour certaines, s'appliquer en fonction du tag, ou ne pas s'appliquer en fonction du tag. Donc, c'est pas neutre. Enfin, le dernier point qui est important à prendre en compte également quand vous allez composer votre team, vous entendrez souvent parler de ça, ce sont les stuffs. Alors les stuffs, c'est quoi? C'est les armures que vous allez pouvoir mettre sur vos chevaliers. Donc là, mauvais exemple pour cette team-là. Les stuffs, ce sont les armures que vous pouvez mettre. Alors, en fonction des niveaux de rang de vos guerriers, encore une fois, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, ils ont la possibilité de porter des stuffs plus ou moins élevés, des stuffs qui auront un niveau et qui vous apporteront des choses plus ou moins importantes. Là, actuellement, pour les guerriers que vous voyez ici qui sont au rang 200, j'ai la possibilité de mettre des stuffs qui sont de couleur bleue. Donc on va regarder un petit peu comment ça se compose un stuff. Là, je rentre en fait dans le diadème et je me rends compte que directement, il va apporter au niveau des statistiques lui-même plus de PV, 4640, une meilleure attaque physique, il va donner un boost d'attaque physique, il va donner un boost de défense physique. Ces stuffs, quand vous les touchez, au départ, sont vierges. Il y a la première capacité qui s'affiche, mais il faut aller chercher les 3 capacités. Donc vous pouvez les améliorer. Ça, on verra par la suite dans une autre vidéo si vous ne savez pas comment le faire. En fait, quand vous allez améliorer vos stuffs, c'est des choses qui vont venir directement se rajouter aux 3 compétences, aux 3 statistiques que vous avez au-dessus. Donc là, en l'occurrence, pour ce stuff-là, je reprends encore un boost d'attaque physique de 1224, je reprends un boost de PV de 16% et je reprends un boost d'attaque physique de 7% 28. Vous avez 6 pièces d'armure par guerrier, comme vous pouvez constater. L'ensemble des compétences et des statistiques de chaque stuff viennent s'ajouter à chaque fois au guerrier et se compléter. Donc ça peut être intéressant. Là, je vais prendre par exemple le cas de Milo. Milo noir, régulièrement, je vais lui mettre du taux de CC sur son stuff, comme vous voyez ici, 6,40. 12,40, 12,50, vous voyez, et j'ai ça sur tous les stuffs. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'arriver à avoir un pourcentage important pour qu'à chaque fois qu'il va taper en soutien dans cette équipe-là, il puisse infliger son saignement. Pourquoi? Parce que quand je vais chez Milo, je me rends compte dans ses attaques que dans sa compétence passive 3, en cas de CC, donc de coup critique, il va infliger saignement au guerrier principal ennemi pendant 2 tours. 12% des PV max en dégâts. Donc moi j'ai tout intérêt, quand je vais lui mettre une armure à Milo, à faire en sorte que quand il va taper, eh bien, il puisse obtenir ce coup critique. Parce que s'il a ce coup critique, forcément, derrière, je vais infliger saignement. Et à travers ces stuffs, j'ai pu booster ça. Maintenant, les stuffs peuvent vous permettre de booster la défense, de booster l'attaque. Vous voyez, par exemple, là, en l'occurrence, ici, je suis sur Aphrodite, j'ai un PV max de 4242, donc direct qui vient se rajouter. Donc avec le départ, je suis déjà presque à 9000 PV supplémentaires avec la statistique de base. Et derrière, je vais lui augmenter sa défense physique et son attaque physique, directement en pourcentage. Ce pourcentage vient directement se calculer sur la base de ce que vous avez dans les statistiques. D'où l'importance de ces statistiques, parce que
Vous allez avoir certains guerriers qui vont avoir des statistiques avec des chiffres très élevés. Là, ça va être intéressant de leur mettre du pourcentage dans les stuffs parce que un pourcentage élevé d'un gros chiffre, ça fera toujours beaucoup. Par contre, dans certains cas, s'ils ont des chiffres pas trop élevés, ça peut être plus intéressant d'aller leur mettre des chiffres, en fait, des nombres en fait, plutôt que des pourcentages. Comme là ici, vous voyez par exemple PV max 4452. Ça peut être intéressant aussi à mettre sur quelqu'un qui n'aurait pas forcément beaucoup de PV, parce que si je lui mets un gros pourcentage à lui, s'il n'a pas beaucoup de PV, beaucoup de pas beaucoup, ça fera toujours pas beaucoup, vous voyez. Donc ça, c'est des choses aussi auxquelles il faudra réfléchir et qu'il faudra prendre en compte, tout simplement. Voilà. Au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, vous avez la possibilité d'avoir des stuffs plus ou moins élevés. Là, vous voyez par exemple ici, j'ai gagné ce matin un stuff qui est de couleur verte. En fait, ce stuff qui est de couleur verte va pouvoir être mis niveau minimum requis 100. Donc si je décide d'équiper un guerrier, si un guerrier est au level 200, je pourrais lui mettre, ça n'a pas d'intérêt parce que je pourrais lui mettre plus fort. Mais par contre, si j'ai mon guerrier qui n'a pas minimum le level 100, eh bien, je ne vais pas avoir la possibilité de lui mettre ce stuff. Alors, quand je parle de level, à quoi est-ce que je fais référence? C'est tout simple, c'est l'un des derniers points qu'on va aborder. On va revenir sur la box. Quand vous gagnez quand vous droppez la première fois votre chevalier, la toute première fois que vous l'avez, il est au niveau du level 1. Voilà, comme ici. Donc là, à ce moment-là, vous l'avez droppé, hein, mais vous ne l'avez pas fait évoluer, vous n'avez pas cherché à faire évoluer les choses. Pour le faire évoluer en termes de level, il va y avoir deux choses à prendre en compte. La première chose, vous allez dans le niveau de compétence supérieur et vous voyez qu'ici, vous avez des petits pots, vous voyez, qui vont vous permettre de passer de 1 à 50. Donc là, c'est un mauvais exemple parce que j'ai plus de petits pots verts. On va aller sur un guerrier que j'ai pas forcément évolué pour que ce soit très parlant. On va prendre le cas par exemple de Krishna bleu. Krishna bleu ici, vous voyez, maintenant je me dis tiens, il faut que je l'augmente ce guerrier là. Je vais commencer par chercher à l'augmenter. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser les petits pots que vous avez là. Donc là par exemple, quand vous êtes dans la bonne couleur, vous vous rendez compte que les pots d'argent donnent 300 points, que les pots de bronze donnent 75 points, alors que quand vous n'êtes pas dans la bonne couleur, ça va fonctionner aussi. Hein, là, vous voyez ici par exemple, si je choisis un pot rouge, je vais lui donner 200 points. Par contre, si je choisis le pot bleu en argent, boum, direct, je passe à 13. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc, quand je vais sélectionner un maximum de pots bleus, là, vous voyez, je monte le niveau de mon guerrier. Ça, c'est ce qu'on appelle le level, le niveau du guerrier, tout simplement. Et en fait, quand il arrive à 50, il va être bloqué. Quand il va arriver à 100, il va être bloqué. Vous pourrez, même si vous avez des pots de couleur, vous ne pourrez pas aller au-delà. Pourquoi? Parce qu'il faut en parallèle évoluer ce qu'on appelle ces constellations. Les constellations, c'est quoi? C'est ce qu'on va retrouver ici. Voilà. C'est ces choses-là. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris l'exemple d'Aiolia, que j'ai évolué au maximum de ce que le jeu permet encore aujourd'hui. En fait, vous rentrez là et vous évoluez vos petites constellations, tout simplement. Et en fait, plus vous évoluez votre guerrier, plus à un moment donné, vous avez la possibilité de débloquer l'étape d'après, et donc de réutiliser les petits pots pour remonter le guerrier de 50 à 100. Ensuite, il faudra de nouveau les constellations, boum, vous pouvez passer à 150. Alors, je vais essayer de prendre un exemple d'un guerrier pas trop évolué, mais un peu quand même. Alors, là ici, par exemple, si je prends l'exemple de Mime bleu, donc vous voyez, je lui ai évolué son premier arbre. Ça m'a permis d'accéder au deuxième arbre, de le faire accéder au level 100. Et j'ai commencé à lui remplir son deuxième arbre. Si maintenant, je souhaite passer au-delà, je vais devoir, pour avoir accès au troisième arbre, valider cette case-là, qui est le 2% qui reste à chaque fois, hein, donc du fameux 98. Pour ça, il me faudra 120 cristaux, 120 cristaux bleus et 40 verts. Si j'ai ça et que je valide, j'ai le troisième arbre qui va apparaître à côté et j'ai surtout la possibilité de le faire accéder au level 150.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait apparaître l'arbre suivant, même s'il est vide, j'ai la possibilité de revenir sur mon guerrier, de revenir dans le niveau supérieur et de le faire progresser avec mes petits pots pour le faire améliorer. Voilà. Là, par exemple, si je prends le cas de Sion, vous voyez bien que je suis dans son 3e arbre. Par contre, je n'ai pas le 4e arbre qui est apparent. Pourquoi? Parce que je ne remplissais pas les conditions nécessaires encore à ça. Et en fait, je suis bloqué littéralement au level 150. Vous voyez que par exemple, quand je reviens sur niveau supérieur, je bloque à 150. Je ne peux pas aller au-delà, on ne me propose pas le 200. Et si j'appuie, que je sélectionne, il ne se passe rien. Voilà. Donc, ça, c'est important à prendre en compte aussi. Pourquoi? Parce que c'est directement l'ensemble des stats de votre guerrier qui vont s'augmenter à chaque fois que vous allez lui faire augmenter son level. Et donc, à chaque fois, la possibilité de taper plus fort, d'encaisser mieux et ainsi de suite. Voilà. Là, on a vu l'ensemble des choses qui sont nécessaires à la constitution d'une team. L'ensemble des éléments qui sont nécessaires à prendre en compte. Essayez de les prendre dans un ordre qui correspond à celui que je viens de vous présenter parce que, par exemple, évoluer des guerriers dans un premier temps, si vous n'avez pas la sensation qu'ils peuvent bien se marier ensemble ou se mixer ensemble et qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose de bien ensemble, vous allez consommer des constellations pour rien, c'est pas utile. Voilà la dynamique et voilà l'esprit. Voilà donc, on a fait le tour, on a vu un petit peu ensemble comment composer une team. J'espère que tous ces éléments-là sont pris en compte, que vous les avez compris. Je vais maintenant vous proposer quelques combats qui vont un peu illustrer le choix de la team que j'ai faite, vous expliquer pourquoi. Parce que pourquoi j'ai fait ce choix de team-là, etc. Vous avez vu que, par exemple, Aiolia et Aphrodite Bleue se marient très bien. Déjà parce qu'un est rouge, l'autre est bleu. Et vous avez vu que les deux apportent des choses, par exemple, au niveau de l'esquive et s'apportent mutuellement sur l'esquive en ayant des stats d'esquive intéressantes. Là, par exemple, actuellement, je suis en train de... Je fais le nécessaire pour ramener Milo vert au maximum. Alors, je suis seulement en train de le up. Hein, donc là, vous pouvez constater que je l'ai mis au level 200. Par contre, ces constellations ne sont pas encore remplies. Vous voyez, hein, je ne suis pas à 100% partout. Pourquoi Milo vert? Pourquoi le choix de Milo vert? Tout simplement parce que dans cette team que vous voyez, je vais retrouver du vert, du bleu, du rouge. Je vais attaquer en physique. Milo vert a une compétence intéressante, comme vous pouvez constater ici. S'il est remplaçant, il diminue la défense physique des ennemis de 29%. Or, moi, mes 3 guerriers vont attaquer en physique. Donc l'avantage de ce système-là, c'est que il va nerfer l'adversaire et derrière, moi, je vais taper plus fort en tapant de la même façon. Donc c'est pas neutre. Je vois qu'en cas d'esquive réussie, il supprime 2 renforcements sur chaque ennemi. Tiens donc, alors, ce guerrier-là, ce qui est intéressant, c'est que il a quand même une esquive de 8 qui n'est pas neutre. Et puis là, je vais l'intégrer à Aphrodite Bleue qui booste l'esquive, comme on a vu tout à l'heure. À Aiolia Rouge qui a la capacité, à travers un remplacement, à booster l'esquive également. Bah tiens, ça va lui apporter, comme lui, il apportera au niveau de la diminution de la défense physique adverse. Donc là, vous voyez très bien qu'on est sur des guerriers qui se complètent. Et en plus de ça, vous avez pu voir tout à l'heure que j'avais un stuff qui était adapté. En cas de CC, il inflige saignement, donc ça c'est propre à tous les Milos, hein, ça revient fréquemment. Donc il va pouvoir apporter le saignement. Avec la méta actuelle, c'est important parce qu'on a de plus en plus de guerriers qui sont chargés en termes de PV, donc ça aide à les descendre plus rapidement. Et au niveau de ces attaques, vous voyez par exemple que, quand je parlais des attaques de soutien, donc là où on a le TR, donc le tour 2, on a quelqu'un qui est capable d'attaquer plusieurs fois dans le combat, sans être le guerrier titulaire, de venir aider les collègues. Voilà, donc là on a, à mon sens, une team assez complète, assez intéressante, et je vais bénéficier des boosts de banc, donc à travers, on a vu tout à l'heure, Shura Rouge pour les Chevaliers d'Or, et donc uniquement les Chevaliers d'Or, mais là j'ai 3 Chevaliers d'Or, donc le boost s'applique parce que les 3 ont le tag Chevalier d'Or, et à côté de ça, je vais utiliser 2 autres compétences passives qui vont jouer sur l'affinité, mais de façon générale. Par exemple, Krishna, il va diminuer l'affinité des ennemis de 23. Rien n'est précisé, donc c'est l'ensemble des ennemis. Vous voyez, donc ça va bénéficier à l'ensemble de mon équipe. Voilà le mode un petit peu de fonctionnement. Voilà comment la team a été réfléchie.
et pourquoi elle est constituée de cette façon-là. Donc j'ai fait la même chose avec Milo Noir, simplement j'ai up Milo Noir plus vite. Pourquoi? Parce que j'avais tout simplement les constellations qui étaient adaptées, et il faut être honnête, il tape très très fort. En combat, par exemple, Yotsila augmente l'affinité des alliés de 23%. Donc là, c'est tous les alliés, il ne fait référence à aucun tag. Donc, c'est valable pour mes 3 chevaliers d'or. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre les compétences. Ce qui peut être intéressant aussi pour vous, quand vous composez une team, c'est d'essayer de faire en sorte de ne pas jouer uniquement sur un seul avantage. Vous voyez, par exemple, moi, avec une team comme ça, quand je vais jouer ces 3-là, ou quand je joue Milo Noir à la place de Milo Vert, je ne joue pas que l'esquive. L'esquive, le problème, c'est la RNG qui décide aussi. C'est pas moi qui décide de l'activer. Parallèlement à ça, vous pouvez jouer sur des adversaires qui ont bien compris le truc et qui vont jouer que en 7e sens. Donc, vous esquiverez pas grand-chose à part les attaques de soutien. Derrière, je vais intégrer le saignement. Je vais intégrer des attaques de soutien qui sortent rapidement, grâce à Milo, par exemple. Vous voyez, je vais intégrer également l'affinité. L'affinité, pourquoi? Parce que j'ai déjà mis un banc d'affinité, mais vous vous rendez compte que j'ai la possibilité d'augmenter l'affinité de l'ensemble de mon équipe à travers la compétence chargée B de Aphrodite, mais également à travers la compétence chargée C de Aiolia. Vous voyez? Augmente l'affinité des alliés. Donc, concrètement, j'essaie de constituer une team équilibrée, on va dire, au niveau des couleurs, histoire de jamais avoir, de pouvoir toujours apporter une réponse à l'adversaire. J'essaie d'apporter un banc qui va apporter à l'ensemble de l'équipe et pas forcément à un seul guerrier. Et derrière, j'essaie de faire en sorte que les guerriers se marient relativement bien entre eux. Donc on a pu voir par exemple au niveau de l'esquive, des attaques de soutien, mais de ne pas jouer que sur un seul point, de jouer sur plusieurs choses à la fois. Donc là par exemple l'esquive, l'affinité c'est très important, je vous invite à aller voir le tuto. Et derrière je vais rajouter du saignement et je vais rajouter des attaques de soutien qui sortent rapidement. Voilà. C'est pas une team absolue, mais c'est une team qui commence déjà à être intéressante, qui commence à être complète et surtout qui est homogène. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de ce qui peut être composé et de pourquoi je l'ai composé. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des choses. J'espère que ça va vous servir réellement. Ça a été un peu long. Je vais joindre, donc, comme je vous disais, à cette vidéo, des extraits de combat qui vont vous permettre de voir un petit peu ce qu'apportent ces choses-là dans le cadre du PVP, par exemple. Et vous allez voir que ça marche très bien. Donc réellement, à prendre en compte. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolé pour le temps que ça prend. J'espère que les combats vont vous plaire également. Et puis, vous verrez, hein, il y a des fois ça gagne, des fois ça perd. Mais de façon générale, ça marche et c'est structuré. Voilà, donc pour ce premier combat, on est sur l'affrontement avec une team Poséidon. Ce qui est assez remarquable sur ce combat en fait, c'est que on est en plein dans la méta en fait du jeu, c'est-à-dire tout ce qui est joué actuellement et ce vers quoi on va tendre compte tenu de ce qui est sorti. Donc j'y vais avec la team que vous avez vu tout à l'heure, hein, que j'ai construite tout à l'heure avec Aiolia et Aphrodite et Milo. Donc là le noir, hein, le vert n'étant pas prêt. Lui, il est sur le traditionnel Krishna bleu et il commence par m'infliger ce saignement. Donc c'est ce que je vous disais, vous voyez, énormément de PV, enfin un grand classique. Donc moi je commence par jouer l'affinité, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça fait partie des armes que j'ai donné à cette team et que je peux utiliser. Il est en bleu, je suis en bleu. Il a un autre guerrier bleu derrière, moi j'ai un guerrier rouge, donc si à un moment donné je n'augmente pas l'affinité, je vais forcément rencontrer des difficultés quand Aphrodite sera mort. Donc voilà, il faut que j'apporte ça, et Aphrodite encaisse mieux les attaques bleues, donc à lui de le faire. Pour le moment il le fait très bien. Ça permettra à Aiolia d'être plus performant face à des guerriers de couleurs sur lesquels il n'est pas censé avoir l'avantage en fait. C'est surtout dans cet esprit-là où j'ai augmenté l'affinité. Le soutien de Milo, qui vient m'aider et qui inflige saignement. Pareil, ce que je vous expliquais dans les compositions de team où j'avais fait ce choix-là, c'est cette arme supplémentaire qui vient se rajouter. Vous voyez, donc c'est réfléchi au départ, hein, lors de la construction de la team. Et lors de ce combat, on se rend compte qu'on retrouve en fait cette construction à travers l'application. L'esquive,
Voilà, la petite esquive sur l'attaque de soutien, ça fait du bien. Ça va beaucoup m'aider, clairement, sinon ça aurait été compliqué. L'idée, c'est vraiment... Alors, ce qui est intéressant dans ce combat, c'est qu'on retrouve vraiment la mise en pratique de tout ce qui a été... de tout ce qui fait la force de cette team-là, en fait. Et là, voilà, je me retrouve avec Aiolia, ce que je vous disais tout à l'heure, qui est d'attribut rouge face à des guerriers bleus. Alors, il y a quand même 117 000 PV en face. Je lui ai monté son affinité, il tape fort. Logiquement, en plus, il esquive, donc c'est magnifique. Ça aide. Maintenant, il aurait quand même encaissé, même si ça lui aurait fait mal. Et derrière... Milo fait le travail et Aiolia se retrouve donc face à Poséidon en personne. C'est pas un énorme Poséidon, mais il est déjà costaud, quoi. Il a déjà de la gueule. Et là, forcément, bleu sur rouge, ça fait mal. C'était loin d'être l'attaque la plus puissante qu'il a. Et il a déjà fait mal. Par contre, moi, je lui balance tout ce que j'ai avec l'attaque la plus puissante. Et je lui fais mal. Et si je lui fais mal comme ça, c'est parce que j'ai boosté l'affinité, parce que j'ai de l'affinité sur le banc, parce que j'ai boosté l'affinité précédemment avec Aphrodite. Et vous voyez que c'est important. Ça aide énormément. Sinon, je lui aurais jamais fait autant de dégâts. Ça n'aurait pas été possible. Je gagne les 1000 jours. Autre petit avantage qu'on a vu tout à l'heure dans les compétences que je vous disais. Le fait d'avoir ce petit boost de 7%. Ça me garantit à peu près tout le temps de gagner les 1000 jours. Et là, ben, forcément, je reprends l'avantage. Donc là, l'avantage de ce combat-là, c'est qu'il met vraiment en valeur tous les avantages de la team, aussi bien à travers l'esquive que l'affinité, que les compétences de chaque guerrier. Comme là, par exemple, on a vu Aiolia qui, à travers ses petites compétences particulières, me permettent de prendre le dessus. Les soutiens de Milo, qui ont beaucoup aidé et qui vont permettre là de finir le game. Donc GG à lui parce que c'était une team bien construite. Après, ce que je vous disais quand je vous parlais de construire votre team, vous voyez, je suis pas fan, il a mis 2 guerriers bleus. Bon, enfin voilà. Voilà, donc là on part sur un autre combat pour lequel... En fait, j'ai fait le choix de cette équipe-là parce que c'est une équipe qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et il y a deux choses qui vont illustrer ce que j'ai expliqué tout à l'heure dans la composition des teams. Il a des rangs quand même supérieurs aux miens au niveau des guerriers. Et il a un banc total affinité. Et vous allez voir que, pour le coup, ça va m'ennuyer quand même. J'ai de l'affinité, certes, un petit peu sur le banc, j'ai pas que ça. Je suis capable de booster un peu mon affinité. Mais là où on a pu voir dans le combat d'avant que le fait de booster l'affinité m'a donné des avantages énormes, parce qu'en fait l'adversaire n'avait pas de sensibilité à ça, dans ce combat-là, comme lui il est full affinité, eh ben ça va devenir un peu compliqué. Au départ, on est sur une démarche classique, il a son Iki, je repositionne et je me dis voilà, j'y vais quand même, je rebooste un coup, il a de l'affinité, j'en ai un peu, là j'ai rattrapé, grosso modo j'ai rattrapé un peu le truc, je dis je vais y aller quand même, on va voir. Et en fait, donc là j'ai boosté l'esquive, hein, encore une fois. Et donc, le fait d'avoir boosté mon affinité, quelque part, je rattrape un peu le truc. Donc, vous voyez qu'il ne fait pas trop de dégâts, donc ça va encore. Mais par contre, je commence par ne pas esquiver. Il n'y a pas forcément d'esquive. Il revient avec son guerrier vert. Donc jusque-là, pas de problème. J'ai un peu l'avantage sur le game. J'aurais même tendance à vous dire que je me sentais même en confiance, hein, pour le coup. Et donc je repasse avec Aiolia. Donc lui, il renforce. Il utilise clairement son Iki comme un bouclier. Il ne fait que renforcer ses PV. C'est sa technique. Vous allez voir après pourquoi, j'ai compris aussi un peu plus tard. C'est efficace. Donc là, je me dis, j'ai quand même boosté l'affinité. Je tente le coup. En fait, je savais qu'il allait switcher, mais je me suis dit, vous avez vu dans le combat d'avant, je faisais quand même beaucoup de dégâts. Je me dis, j'ai quand même boosté l'affinité, ça va rééquilibrer un peu le game.
il va le sentir passer un minimum. Eh ben, pas trop. Pas trop. Comme quoi, un banc full affinité, ça apporte beaucoup dans un combat. Et alors là, je suis bluffé. Là, son Aldébaran, il m'a démonté Aphrodite à contre-couleur en une attaque. Énormissime. Il m'a scotché. Et ça, c'est clairement, c'est le tournant du game. Je bascule Aphrodite en augmentant encore l'esquive. Donc à chaque fois qu'Aphrodite revient sur le game, j'ai un boost d'esquive. Et vous voyez que pour autant, ça n'a pas esquivé. Donc à un moment donné, la RNG, bah voilà. Hein. Lui, il n'a pas d'esquive non plus. Hein. Milo l'a démonté. Mais voilà, j'aurais bien aimé l'esquiver, l'attaque d'Aldébaran. Parce que vu les dégâts qu'elle m'a fait, elle change quand même pas mal le game. Alors qu'il tape aussi fort à contre-couleur, le fait d'avoir un banc affinité, ça aide, c'est clair. Le fait d'avoir des rangs supplémentaires, ça aide aussi, clairement. Après, moi, j'ai boosté l'affinité, donc je limite son impact. J'en ai un peu sur le banc aussi. Mais clairement, Aldébaran rouge, il tape comme un bon. Je vous rappelle quand même qu'on était sur une attaque de soutien, quoi. Donc, il n'est pas en titulaire. Hein. Donc là, bah, du coup, je me dis, il faut que je rebooste, hein, j'ai pas le choix. Hein. De toute façon, en plus, à contre-couleur, il faut que je booste l'affinité. Hein. Donc je vais tenter des choses. Hein. Et là, j'ai deux possibilités. Ou je garde Aphrodite pour essayer de faire quelque chose sur Aldébaran. Ou éventuellement, je force un peu la RNG. Il n'y a pas eu d'esquive du combat. J'ai déjà fait plusieurs switches. Aiolia commence à avoir quelques difficultés aussi face à Aphrodite à force d'être à contre-couleur. Parce que bah, même en boostant, je me rends compte que je lui fais pas de dégâts ou pas tant que ça. Parce que forcément, comme lui, il est full affinité sur le banc et qu'en plus, il est up au niveau des rangs, c'est compliqué. Donc là, j'ai quand même toujours ma petite aide. Vous noterez que lui non plus n'esquive pas. Donc il n'est pas aidé non plus par la RNG. Hein. Et là, je me dis, allez, je tente un coup. Alors, j'aurais dû attaquer avec Aiolia. Clairement, j'aurais dû attaquer avec Aiolia. C'est une erreur, parce que si j'attaque à ce moment-là avec Aiolia, peut-être que je lui OS. Mais en même temps, habituellement, je l'aurais fait, parce que 49 000 PV, je les aurais descendus. Mais là, vu comment il encaissait bien à chaque fois, j'étais pas sûr. Et puis j'ai dit, voilà, bon, on va essayer. Il n'y a pas eu d'esquive du combat, je vais peut-être en avoir une là. Eh ben non, pas de chance. Donc forcément, on retente le coup derrière. Et là, c'est le moment des regrets parce que bah, je l'aurais OS. Et si je l'avais OS, c'est moi qui gagnais le game. Donc, parce que là, regardez, boum, 617 000 en soutien. Alors que j'aurais pu envoyer... En fait, si vous voulez, j'aurais eu l'opportunité d'envoyer une attaque de soutien supplémentaire sur Aldébaran. Alors, Aldébaran, 213 000 PV, c'est fort. Mais en fait, j'ai pas eu l'occasion de me rendre compte de ce qu'il était capable d'encaisser ou pas. Après, bon, ça reste un physique, donc il aura encaissé du physique. Et là, 700 000 PV sur une attaque. Voilà. J'aurais pas switché. J'avais cette possibilité du soutien et de la deuxième attaque à 9, peut-être. Coup spécial dédicace à Limon Amos, qui est un membre du Discord. Donc, on tombe l'un sur l'autre. Pour le coup, c'est assez sympa aussi parce que ça illustre pas mal... bien l'idée, les constructions de la team à travers ce qu'on peut retrouver dans le game. Donc vous allez voir. Là pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une team physique face à une team combative. Donc je vous expliquais tout à l'heure les deux types d'attaque et de défense qu'on peut avoir. Et vous allez vous rendre compte que le fait d'avoir des choses opposées, ça peut faire très mal. Donc moi je fais mon premier switch. J'augmente l'esquive. Lui décide de faire son switch aussi au même moment. Du coup, il prend un boost d'affinité. Il me fait une première attaque et voyez, il tape très très fort avec son U. Mais moi, je fais mon boost d'affinité quand même. C'était prévu comme ça. Je m'étais mis ça en tête. On y va. Pardon. On part là-dessus. Vous allez voir que ça va m'être très utile par la suite. Le petit soutien de Milo, donc lui il avait anticipé, il a décidé de mettre son Death Mask. À partir de là, bah, ça lui a fait mal et surtout il a pris saignement, donc vous voyez, mon boost d'affinité, j'envoie mon saignement,
On est vraiment dans l'application de la construction de la team. Je gagne le 1000 jours sur son Deathmask là, sans avantage particulier, c'est la chance on va dire. Et heureusement, dirais-je. Et là je me retrouve face à son Saga. Alors pour information, oui j'ai l'avantage de la couleur, mais il attaque en combatif sur quelqu'un qui est meilleur en défense physique. Qui plus est, il décide d'attaquer avec son attaque la plus rapide, donc un 9 qui attaque en blanc, donc il n'y a plus de souci d'affinité, hein, avantage, désavantage ou quoi. Et il fait très très mal. Il fait très très mal, il tape très fort. Et vous voyez que le fait d'être moins bon sur la défense combative accentue quelque part sa capacité à m'attaquer. Et la même chose dans l'autre sens, parce que regardez ce que je lui ai mis juste avec une attaque de soutien de Aiolia. J'ai passé largement les 100 000 avec une attaque de soutien sur Saga, quoi. C'est pas n'importe qui, c'est un client le bonhomme en face. Hein. Donc là, je lui donne tout ce que j'ai. De toute façon, j'ai l'opportunité de pouvoir encaisser une attaque, je le sais, donc j'y vais pas forcément avec l'attaque la plus rapide. Et il a l'avantage de la couleur. Par contre, lui, quand il attaque, il a pas de souci. Donc il a l'avantage de la couleur quand il défend, bien qu'il défende pas trop bien en physique. Et il attaque en blanc. Donc on va dire que sur le papier, c'est quand même plus facile pour Mu pour Aiolia. Après, voilà, il y a eu de l'affinité, il y a un peu d'affinité sur le banc, il y a eu du boost d'affinité. Je compte là-dessus pour m'aider, donc non pas en défense vu qu'il attaque en blanc. Et puis vous voyez qu'il fait énormément de dégâts, on frôle les 250 000 PV, mais en attaque. Alors pas là maintenant, parce que le but c'était bien évidemment d'utiliser Milo hein, pour faire le gros du travail, mais maintenant. C'est maintenant que j'ai besoin de ça. Et c'est là où ça va être intéressant, parce que le boost d'affinité qui a été fait précédemment, ou le banc, vont permettre, avec le petit avantage des 1000 jours, vous allez voir, de ne pas taper à un 1000 sur l'adversaire, vous savez, d'être insignifiant. C'est ça le truc. C'est que même s'il lui reste 15, 20, 30, 40, 50 000 PV, ou même 80 à contre-couleur, bon là en plus pour le coup il y a eu du boost, donc ça tape fort, et en plus j'attaque en physique. C'est ça l'idée. Voilà. Donc GG à lui, très jolie team. Et bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est quand même très très longue. Je vous invite à nous rejoindre sur le Discord, je vous dis sayonara les Saints.